Alors aujourd'hui, dans Politique et Économie, Hilaire de Crémier. Bonjour Hilaire. Bonjour Olivier. Bienvenue sur le plateau de Politique et Éco. Mais vous venez régulièrement, les auditeurs et téléspectateurs commencent à vous bien connaître. Espérons-le. Mais cette fois-ci, ça correspond exactement à la sortie du numéro de mars de Politique Magazine, plein d'excellentes choses, d'excellentes réflexions. Merci. Je montre à l'antenne la couverture, mais Politique Magazine, le titre « La France paysanne, une mort programmée ». Eh oui. Hélas, tout un programme. Vous en êtes le directeur de la publication, et vous êtes aussi, le directeur de la publication de cette excellente revue qui s'appelle la Nouvelle Revue Universelle, et qui, chaque trimestre, nous livre là aussi des articles plus étoffés, mais nous aurons l'occasion d'en parler. Alors, mon cher Hilaire, dans cette France macronienne et macronisée, nous allons nous intéresser à l'objet premier de votre éditorial, sous une formule qui est heureuse, qu'est la paysannerie devenue. Oui. Vous savez, comme la chanson de ce pauvre Rutebeuf, que sont mes amis devenus. C'est une allusion, oui, voilà. Bien sûr. Mais bien sûr. Les paysans sont nos amis. Oui, mais les paysans, non seulement sont nos amis, mais malheureusement, ils sont méconnus. Méconnus, et d'ailleurs... le mot a disparu. Quand vous écoutez le président Macron, il n'y a plus que des exploitants et des sortes d'entrepreneurs agricoles. C'est-à-dire qu'il ne sait pas ce que c'est que l'agriculture. Et comme un bon inspecteur des finances, il s'imagine que l'agriculture se met uniquement en courbe, qu'elle doit répondre à des chiffres, et il y a toutes les notions de l'économie moderne, ou de la prétendue économie moderne, grâce à laquelle on tue l'industrie française aussi bien que l'agriculture française. L'agriculture, c'est d'abord un enracinement, et c'est ensuite une tradition, et ça peut être très bien dans ce cadre-là, quelque chose de parfaitement moderne et adapté aux technologies modernes. Absolument, parce que les agriculteurs ont su se moderniser. Mais un paysan reste un paysan, et d'ailleurs ce mot est très joli, il nous vient de notre lointain passé gallo-romain, c'est le paganus, et ça veut dire ce que ça veut dire, et c'est très bien, et notre France était constituée de pays. On a refusé cette notion, malheureusement, encore récemment, alors qu'il était question de reconstituer des pays. Des pays, bien sûr, qui est plus que le département, qui serait vraiment la définition de la proximité en France. Tout le monde appartient à un pays, encore en France. Dans quelques années, ça sera peut-être plus le cas, mais pour le moment, chacun appartient à son pays, qui est le Montmorillonnais, qui est l'Aveyronais, parfois même de plus petites unités, parce que l'histoire des départements n'est pas à faire ici. Mais c'est très intéressant parce que cette notion de proximité, toute la politique, sauf erreur, vous me dites si je me trompe, de M. Macron, consiste à, justement, nous éloigner de ces proximités par une recentralisation. Nous assistons à une véritable opération de centralisation, et essentiellement de centralisation financière. Voilà. Et c'est là que l'on voit qu'on a affaire à un inspecteur des finances. L'autre jour, il présentait ses vœux, il y a maintenant plus d'un mois, à la Cour des comptes, où il recevait les vœux de la Cour des comptes aussi. Et de façon très étonnante, à la fin de son discours, il a expliqué qu'il souhaitait maintenant que les jeunes sortant de l'ENA restent dans la carrière publique et se mettent à la disposition de cette nouvelle organisation de la France qu'il est en train de projeter. Son but étant de centraliser toute la question financière et économique. Et on le voit bien à propos des collectivités territoriales, puisqu'il les prive de recettes, en laissant entendre qu'il y a une grande réforme fiscale qui est en cours. Mais cette grande réforme fiscale, on ne sait pas très bien où elle va. En réalité, il adapte la France à l'Europe, parce que c'est sa grande ambition. Parce que pour lui, c'est ça la modernité. La modernité, c'est l'Europe et la mondialisation.
Et donc la France, c'est la première étape pour lui. Il fait les réformes pour la France, mais on croit que c'est des réformes pour la France. Ça peut prendre cette apparence qui fait qu'il a une certaine satisfaction dans un certain public. Réformer les chemins de fer, bon, très bien, ça peut très bien se comprendre. Mais le but qui est dissimulé d'une certaine manière et non dissimulé, puisqu'il l'a affirmé publiquement dans ses différents discours publics à la Sorbonne, entre autres, mais à la PNIX également, et encore dernièrement devant les jeunes agriculteurs, devant les 1000 jeunes agriculteurs qu'il a rassemblés, et où il a aussi expliqué que l'avenir, c'était encore l'Europe. Et après avoir dénigré la PAC précédente, après avoir dénigré ses prédécesseurs, il recommence exactement il reprend la même voie avec les mêmes idées, simplement il veut les systématiser et donc ouvrir. Alors c'est l'Europe, et comme il l'explique aux jeunes agriculteurs, demain c'est le Mercosur, c'est le CETA, il faut que tout ça s'ouvre, il suffit d'adapter les choses et nous aurons une concurrence heureuse. Et là, pour la réforme du chemin de fer, pour revenir sur le chemin de fer, la SNCF, très bien, tout le monde comprend bien qu'il faut des réformes, que le statut des cheminots peut être revu. Mais la réalité des choses, c'est qu'il est contraint par l'Union européenne et que, en réalité, le but de cette manœuvre, c'est de faire circuler les trains allemands et les trains italiens sur les rails français. Voilà. Et exactement, il en est de même d'ailleurs d'une manière générale, pour toutes les réformes dites européennes. Avec un modèle qui est d'essayer de faire comme l'Allemagne. Mais l'Allemagne préserve ses intérêts. L'Allemagne, jusqu'à présent, a fait de l'Europe un projet allemand. Et un projet même grand allemand. Elle a réussi à remonter... Non mais... Est-ce que vous êtes en train de nous dire que Mme Merkel a réussi là où un certain Adolf Hitler n'avait pas réussi? Oui, si on veut, mais enfin les comparaisons de ce genre ne sont pas appropriées, on va dire. Non, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'ils ont... Alors, je ne nie pas que l'Allemagne a d'énormes problèmes, mais il est certain que l'Allemagne a su profiter du projet européen pour en faire un projet allemand. Bien sûr. Français, l'élite française, ceux qui prétendent diriger la France, ont un discours européen dans la tête, mais ce n'est pas du tout par rapport aux intérêts français, c'est par rapport à une sorte de mythologie. Et je pense que Macron s'imagine encore, peut-être encore, être le disciple génial des pères fondateurs et que lui va rallumer la flamme et que demain, il sera naturellement au niveau européen ce qu'il est au plan français, c'est-à-dire l'homme qui bouleverse la donne politique et qui crée le grand centre, ni gauche ni droite, où toutes les anciennes formules seront dépassées pour une formule nouvelle qui sera proprement macronienne. Et là, il pourra, comme il l'a dit à Davos, aborder la question du contrat mondial. Parce que il faut bien comprendre, cet homme a un schéma dans la tête qui est le schéma que tout petit énarque en France et tout petit élève de la rue Saint-Guillaume a dans la tête. Oui, ce qu'on leur apprend. Donc, il reste encore une sorte de contrat social au niveau national, mais il est déjà obsolète. Donc, il faut le reconfigurer. Le deuxième contrat, c'est le contrat européen. Il faut le refonder. Seulement... Il n'y a plus de partenaires, c'est ça le problème. Mais, voilà, alors justement, on va y revenir. Mais la troisième étape, c'est le contrat mondial. Ouais. Et je trouve extraordinaire qu'à Davos, Macron, et c'est pour ça qu'il a été follement applaudi, et ça lui a certainement un petit peu monté à la tête. Pourtant, il s'exprimait dans un globish épouvantable. Mais global English. Peu importe. Ce qu'il y a de sûr, c'est que et c'est là qu'il a été le plus critique. Il a expliqué à cette élite prétendument mondiale, économique, financière et politique, il leur a expliqué, mais comment voulez-vous que nous, hommes politiques, que moi, qui ai réussi dans mon grand combat contre mon adversaire nationaliste, suivez mon regard, comment voulez-vous que je puisse expliquer à ces pauvres gens que constitue la classe moyenne, et il a osé ajouter la classe laborieuse, ce qui prouve tout à fait la conception qu'il a, mais je ne méprise pas, je fais simplement canaliser, je ne fais qu'analyser. Vous ne méprisez pas, mais lui semble mépriser. Oui, alors il faut leur faire comprendre que la mondialisation est un bien pour eux aussi, alors que
tout ce que vous faites en ce moment, explique-t-il, et c'est là ce qu'il y a d'ahurissant dans son discours, c'est que, comme aurait dit Bossuet, il tient les deux bouts de la chaîne, mais c'est d'une chaîne qui n'est pas unie. En fait, il fait le grand écart, tout simplement. C'est pas les deux bouts de la chaîne, c'est le grand écart. C'est-à-dire, je veux le bien de ces gens-là, mais en même temps, mon but réel, c'est de créer cette grande mondialisation à laquelle vous êtes, vous, là, présents, les gens intelligents, la gouvernance intelligente. Intelligente, il l'a dit. Oui, c'est son expression, la gouvernance intelligente. C'est redoutable. C'est redoutable. Ces gens-là sont redoutables. La cotisation pour le World Trade Davos, c'est 50 000 €. Oui. Et participation au forum, 9 000 €. Oui. Bon, donc... Oui, on voit très bien quel genre d'individu pas fréquente ces lieux. Voilà. Donc leur but est bien cela. La notion de contrat mondial est très intéressante parce que on a quand même eu une tentative sous Jacques Chirac de faire une petite tentative mondiale de régulation. Oui. Ça a été la fameuse taxe Tobin, qui a été un échec total. Oui, un échec. Et puis, de toute façon, à l'heure actuelle, on voit bien que tout échoue. Si Xi Jinping devient une sorte d'empereur permanent de la Chine, de l'Empire du Milieu, c'est probablement qu'il va mener une politique profondément nationale. Mercantiliste. Mais bien sûr. Trump, la même chose. Enfin, et puis, on voit très bien que les pays européens ne fonctionnent plus. Si l'Angleterre s'est retirée, c'est que quand même elle avait des raisons. Je suis stupéfait de l'incroyable impertinence de ceux qui gouvernent l'Europe et de ceux qui gouvernent la France. Barnier, Michel Barnier, qui décide de la frontière qui va entre l'Union européenne et l'Angleterre. Mais évidemment, Theresa May, et aucun Anglais, quel qu'il soit, dans la mesure où il a encore un petit peu le sens de l'honneur, et les Anglais ont encore le sens de l'honneur, même si malheureusement il arrive que les Français ne l'aient plus, ils disent non. Et ils disent évidemment non, c'est pas à vous de décider, c'est à nous. Non, c'est de l'impudence, de l'aveuglement, et probablement aussi de l'idéologie. Oui, parce que l'idéologie rend aveugle. Ce sont des gens qui ont été formés dans les années... Il a encore les schémas des années 70-80, mais qui ne sont plus adaptés à la situation actuelle. Les pays de l'Est de l'Europe sont pratiquement en sécession par rapport à Bruxelles, tout le monde le sait. Et nous allons voir après la pause, que les élections italiennes, c'est d'abord confirmer. Un formidable bras d'honneur fait à Bruxelles, pour parler poliment. Bien sûr. Donc, voilà. Que va-t-il sortir de ces tentatives de M. Macron? J'ai quand même l'impression que, paradoxalement, il arrive trop tard. Oui, exactement, peut-être dans un monde trop jeune, cette fois-ci, parce que le monde est en train de se renouveler, dangereusement, très dangereusement. Très dangereusement, oui. Je suis complètement d'accord sur le point de dire que tous ces changements sont, d'une certaine manière, dangereux. Mais entre nous soit dit, tout le monde est là à parler des années 1930, mais encore fallait-il prévoir. Et si les gouvernements français de la Troisième République avaient compris ce qui était en train de se passer en Allemagne, qu'ils ne voyaient pas, qu'ils refusaient de voir. Jusqu'à la fin, ils ont cru à la bonne Allemagne. Bien sûr. Et l'Angleterre de la même façon, d'ailleurs. Et l'Angleterre de la même façon, Chamberlain, mais elle menait sa politique, elle. Monsieur Chamberlain, lorsque Hitler fait bombarder Prague, après les accords de Munich, il dit... Oh, décidément, M. Hitler n'est pas un gentleman. Oui, il fallait s'en apercevoir avant. Il a fallu s'en apercevoir avant. Bon, mais nous avons mené une politique entre les deux guerres qui a été une politique, pour ainsi dire, pacifiste. Voilà. Et nous n'avons pas vu venir le danger. Ouais. Donc s'il y a danger à l'heure actuelle, plutôt que de poursuivre vainement une politique qui ne donne aucun résultat, il conviendrait d'abord de se resserrer sur la France et de voir quels sont les intérêts français, sachant que, contrairement à tout ce que l'on raconte, le nationalisme français en lui-même n'est pas dangereux. C'est aucun risque. C'est pas la nation française qui va déclarer la guerre au monde. Enfin, non, sûrement pas. Mais le contraire, c'est peut-être vrai d'ailleurs. Oui. Le monde serait plus capable de nous déclarer la guerre. Certains l'ont déjà fait d'ailleurs, objectivement. Il paraît qu'il y a un papier de Hollande que je n'ai pas lu dans Libération ou dans Le Monde d'aujourd'hui ou d'hier. Et dans lequel il dit
fait la leçon à Macron et il explique qu'il faut partir en guerre en Syrie. Alors, oui, monsieur, c'est Hollande qui a tout échoué. Démonétisé. Totalement démonétisé. C'est un personnage ridicule et d'ailleurs il devrait se taire, ce serait une question de dignité et puis aussi d'opportunité. On n'a pas besoin d'un deuxième président de la République qui dise au président actuel ce qu'il doit faire. Enfin, voyons. C'est exactement ça. Alors, l'Italie après la pause. Oui, d'accord ? Bien sûr. Alors, il est très bien directeur de la publication de Politique Magazine. Au fait, comment peut-on se procurer Politique Magazine ? C'est très simple, il suffit soit d'écrire au Politique Magazine 1 rue de Courcelles 75 008. On peut également téléphoner. Alors, le téléphone est le 01 42 57 43 22. Et puis, encore plus simplement, on tape sur Internet Politique Magazine, on tombe sur le site de Politique Magazine, et là, il y a une page dédiée pour se procurer un numéro, voire un abonnement. Et éventuellement des articles aussi. Et éventuellement des articles. Bien sûr, on trouve sur le site Internet toutes les archives de Politique Magazine, en tous les cas une très grande partie, et puis le site est alimenté tous les jours d'articles nouveaux, et c'est un site qui mérite d'être visité. Il a cette particularité par rapport aux autres sites, ce n'est pas du tout une vantardise ou une discrimination que je me permettrais de faire, mais il a cette particularité que il va au fond des choses, et je pense que ça rejoint notre propos, c'est-à-dire pour moi le fond des choses, pour Politique Magazine, le fond des choses, c'est la question institutionnelle. Alors, on va venir sur la question institutionnelle, qui est fondamentale, puisque aussi bien M. Macron veut une réforme constitutionnelle, nous allons en parler. Mais auparavant, il s'est passé quelque chose de décisif en Italie, qui devrait quand même faire comprendre aux oligarques européens, et M. Barnier le premier, que les choses ne sont plus comme avant, et peut-être à M. Macron, qui veut toujours se servir de la France comme d'un marchepied. Bon, il faudrait qu'il cesse quand même ses illusions. Alors, il a tenu des propos l'autre jour un peu étonnants, en disant que, de fait, il fallait tenir compte de ces élections italiennes. Et lui, il y voit manifestement une sorte de refus de l'immigration à tout va. Et donc, ça va, je pense que dans son esprit, ça va lui servir pour justifier la loi Collomb. Voilà. Sauf que, on peut faire cette réserve, si vous me permettez, c'est que, bien entendu, c'est la question migratoire qui est en cause. Mais qui veut cette politique migratoire ? Les oligarques européens sont au premier rang. Mais bien sûr. Et donc, c'est la remise en cause. Et puis, surtout... La politique des quotas que refusent l'ensemble des pays de l'Est. Et l'Italie n'en veut pas. Et personne n'en veut. D'ailleurs, la France non plus. Concrètement, elle fait semblant d'accepter parce qu'on s'aligne. Mais chacun sait que dans l'administration française... Il y a des réticences. Allez donc interroger les gendarmes, les policiers sur la question. Tout le monde est très informé, en dépit de tout ce qu'on raconte. Et donc, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est une affaire d'idéologie. Et puis, entre nous soit dit, c'est pas M. Moscovici ni M. Juncker qui vivent dans les quartiers. Aucun de nos hommes politiques, absolument aucun, ne vivent dans les quartiers. Ils ne savent pas ce que c'est quand on parle de police de proximité. Mais les pauvres policiers, s'ils se font tabasser, qu'est-ce qui se passe ? Et demain, Macron prétend présenter et défendre les intérêts des paysans français, enfin les intérêts français devant l'Europe. Mais si les 27 refusent le plan macronien, qu'est-ce qui se passe ? On ne tient jamais compte de tout ça. On fait semblant d'avoir une unanimité qui n'existe plus, concrètement qui n'existe plus. Et d'ailleurs, l'autre jour, le Parlement européen a refusé
une réforme proposée par Macron et qui était d'avoir des listes transnationales aux prochaines élections européennes. Et là, les élus ont dit non. D'une manière générale, d'ailleurs, les élus commencent à dire non à Macron parce que Macron, c'est vrai, prend tous les pouvoirs. En particulier, nous parlions pour les collectivités territoriales. Je pense que dans son plan du Grand Paris qu'il a en tête, il y a une volonté de retirer, de pratiquement faire disparaître les départements dits de la petite couronne, de façon à enlever leur budget à ces départements. Et ces budgets sont essentiellement des budgets sociaux, comme chacun sait. Oui, le RSA est distribué par les départements. Pour lui, dans son esprit, il l'avait expliqué à un moment, et puis finalement, on a mis ça un petit peu de côté pour ne pas choquer trop le bon peuple. Mais en réalité, dans son idée, il faudra constituer des grandes agences, voilà, qui aura des guichets, et il y aura 10 guichets auprès duquel l'électeur devra se rendre, et ces agences seront évidemment dirigées par de jeunes énarques, des inspecteurs des finances et la métropole, des administrateurs civils. La métropole du Grand Paris participera à la métropolisation mondiale et elle sera en interface avec l'archipel métropolitain mondial et se fichera complètement de son hinterland, son arrière-pays. Ça avait été décrit il y a 25 ans par le géographe Olivier Dollfus. Comme écrit très bien, oui, bien sûr, et comme écrit très bien Jacques Trémollet de Villers, qui a une chronique dans Politique Magazine, mais lui c'est à propos donc de cette chronique judiciaire, la justice. On rassemble tout sur un seul grand tribunal, enfin une immense bâtisse. Mais oui, et on parle de proximité, mais on peut très bien se rendre à la mairie ou au petit tribunal de son secteur, de son coin. Tellement mieux. Oui, et puis avec un avocat qui en plus de ça est connu et qui est un ami. Et un juge de paix, c'est encore mieux. Et bien sûr. Tandis que là, on va transformer tout cela en administration. Ouais, bien sûr. Et là-dedans, évidemment, dans l'administration, c'est finalement Bercy qui l'emporte, parce que c'est Bercy qui fait les équilibres financiers. Exactement. Et c'est là-dessus que joue Macron. Et on voit pointer d'ailleurs, puisque vous parlez de justice, quelque chose d'intéressant, enfin, d'inquiétant. C'est que on va, pour certaines cours, accélérer les procédures, au motif d'accélérer les procédures judiciaires, supprimer les élus populaires, les jurys populaires. C'est-à-dire que là aussi, grande conquête de la Révolution. Même les jurys populaires deviennent des jurys populistes. Oui. C'était pas l'intention de départ de ceux qui l'ont créé. Non, bien sûr, mais... Je ne suis pas sûr que c'est une question qui est ouverte. Mais en tous les cas, c'est certain que les avocats, eux, ne sont pas contents, parce que ça transforme complètement non seulement ça transforme la procédure pénale, mais ça transforme surtout l'éloquence pénale. Quand vous avez affaire à des magistrats professionnels et quand vous avez affaire à des jurys, vous vous y prenez différemment. Alors vous évoquez la métropolisation, et vous avez évoqué aussi les quartiers. Parce que ce qui se passe, c'est très intéressant ça, c'est qu'on assiste, dans ces immenses conurbations, à la coexistence de zones de non-droit et de zones ultra-protégées. Prenons un exemple de l'actualité. Bruxelles. Vous avez parlé de ces hommes qui vivent. Figurez-vous que ce matin à Molenbeek, on a arrêté 10 personnes pour une nouvelle tentative d'attentat. Or, je crois que cela préfigure les guerres futures. Parce que, regardez ce qui se passe à Damas. Le régime est en train d'écraser les terroristes de la Ghouta, financés par l'Arabie Saoudite et par d'autres. Or, c'est la banlieue de Damas. Et soutenu par Hollande. C'est la banlieue de Damas. Mais toute chose égale d'ailleurs, c'est ce qui peut nous arriver dans nos grandes métropoles. Avec cette difficulté que le terroriste a l'art de s'infiltrer dans les populations. Nous avons connu ça avec la guerre d'Algérie, mais nous connaissons très bien. C'est-à-dire que dès que vous faites quelque chose, bien on vous accuse de massacrer massacrer les femmes et les enfants. Mais ils ont l'art, et quand il y a des possibilités de libérer des familles, on s'aperçoit par des corridors humanitaires,
on s'aperçoit que les familles sont tellement terrorisées qu'elles ne peuvent pas. Elles ne peuvent pas concrètement sortir. Et on en impute la responsabilité, évidemment, au gouvernement légal. Je ne sais s'il est totalement légitime, mais la question n'est pas là. Il ferait beau voir que l'on commence à contester la légitimité des gouvernements français. À partir du moment où c'est le gouvernement du lieu, c'est le gouvernement du lieu. Absolument. Toujours est-il que, oui, comme vous le dites... Je crains que ça préfigure les guerres futures. Bien sûr. En tous les cas, une des formes des guerres futures. Oui. Parce que... Qui d'ailleurs risque de s'accompagner également de graves conflits, sinon militaires, mais en tous les cas économiques, financiers, internationaux. Parce que bien sûr. Il y a un dossier dans Politique Magazine qui est intéressant, auquel vous avez participé, sur crise ou pas crise, puisque vous avez quand même de bons esprits qui, à l'heure actuelle, en viennent à penser qu'il y a une crise qui est en train de s'accumuler, de poindre, voilà, dont les éléments sont en train de s'accumuler comme un orage, et le jour où elle se déclenche, évidemment, ça sera probablement quelque chose de pire qu'en 2008. Quelque chose de pire qu'en 2008, d'autant plus que l'on a usé et abusé du quantitative easing, pour parler le jargon. Mais en fait, pour résumer la situation, les remèdes qui ont servi à la crise, pour remédier à la crise de 2008, ont été utilisés de telle sorte que, en cas de survenue d'une nouvelle crise, on a un risque soit de ne plus pouvoir les utiliser, soit, si on les utilise, il y aura aggravation de la crise en question. La crise de 2008 a coûté 800 milliards d'euros de dettes supplémentaires à la France. Plus personne n'en parle, mais ça a coûté concrètement 800 milliards d'euros. Bon, alors c'est vrai que du coup elle a été repoussée. Mais si la prochaine fois c'est plus 800 biscuits, on n'a plus d'armes, on n'a plus les moyens. Probablement. On n'a plus les moyens. Je pense que tous les véritables financiers commencent à se rendre compte. Il va venir un moment où chacun va essayer de retrouver ses billes. Il y a un article explication de comment ça va bien. Oui, et puis l'article de comment ça va bien excellent, de Pelops, qui est excellent. Une économie sans échelle de valeur, ça c'est bien. C'est tout à fait vrai. Bien sûr. Y compris dans le monde de la finance, dans le monde de l'industrie, puisque la finance prime de l'industrie, mais même dans la consommation de tous les jours, c'est très bien vu. L'article montre qu'on pour parler vulgairement, pardonnez-moi, chers téléspectateurs, on bouffe de la merde. On nous fait bouffer de la merde dans les produits standardisés, massacrés, transformés. Il n'y a plus d'échelle de valeur. Il n'y a plus d'échelle de valeur. Il faut rétablir cette échelle de valeur, je crois. Enfin, en tout cas, c'est ce pourquoi vous combattez. Mais, alors, maintenant, M. Macron veut s'intéresser à la question des institutions. Et ça, c'est une question fondamentale parce que il est très bien, chacun sait quelles sont vos convictions. Vos convictions, en 2 mots, si vous deviez les résumer, c'est... Je pense que nous avons de mauvaises institutions, on peut dire, depuis 1789. C'est-à-dire qu'il fallait faire quelque chose en 1789, c'est incontestable. Sûrement. Il fallait trouver un mode de représentation de la France, mais il ne fallait pas détruire le principe de la souveraineté royale. Et on a détruit ce principe, on lui a substitué la souveraineté populaire, et la souveraineté populaire n'est jamais arrivée à s'incarner, et très régulièrement, on a un aventurier de passage qui prétend l'incarner. Ça a été ce furent les 2 Bonaparte. Il y a eu Charles de Gaulle qui a essayé aussi de restaurer la souveraineté française en sa personne, faut bien comprendre. Et il est tout à fait vrai que les derniers présidents de la République essayent eux aussi de capter la souveraineté populaire pour la mettre à leur service à eux, c'est-à-dire de ramasser. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas tellement contre le souvenir d'une certaine manière de la monarchie. Pourquoi ? Parce que ce sont des rois de substitution. Et moi, je pense que plutôt qu'une substitution, il faudrait un modèle vrai. Mais reste en suspens le problème de la représentation. Et tout le monde sait que la représentation en France, elle a été captée par les partis politiques. Et régulièrement, ce qui se passe, c'est que l'homme qui arrive et qui veut changer les choses dit « la souveraineté, c'est moi ». Mais la représentation, je vais la reprendre à mon compte et la réformer.
Et moyennant quoi, ça donne LERM, La République en marche. où ça a donné l'UDR avec le général de Gaulle, où ça a donné le pouvoir législatif à la méthode des Bonaparte, c'est-à-dire des hommes totalement soumis. Mais donc, et la difficulté, c'est qu'en France, immédiatement, les partis, l'esprit de parti s'est emparé de la représentation, voilà. Et cet esprit de parti a prétendu immédiatement être la souveraineté nationale, voilà. La souveraineté populaire. Voilà. On l'a vu, mais dès la Constituante. Dès la Constituante, c'est-à-dire le club des Bretons, devenu ensuite le club des Jacobins. Ensuite, il s'agit de s'emparer du club, et une fois qu'on s'est emparé du club, on s'empare de l'Assemblée. Et une fois qu'on s'empare de l'Assemblée, on dit qu'on est la France, et à ce moment-là, on propose l'être suprême, la guillotine pour tout le monde, enfin tout ce que l'on veut, le maximum, le mariage pour tous. Et du moment que vous avez en France la souveraineté, vous faites croire que vous avez quelque chose qui est semblable à l'absolu. Oui. Et c'est Dieu. Voilà. Alors on dit qu'on supprime Dieu, mais en réalité on a remplacé Dieu par une autre notion qui n'est qu'un concept. Oui. Et ce concept, malheureusement, recouvre le mot République, qui devrait définir autre chose. La République devrait définir l'État. C'est la chose publique. Oui. Les rois de France étaient les chefs de la République française, d'une certaine manière. Mais non, mais le mot de République a pris tout à fait une autre connotation qui se sent très 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 bien. Il ne faut pas y toucher. C'est une divinité. C'est une divinité. Au nom de quoi ils peuvent, entre guillemets, ils peuvent nous asséner toute leur vérité et qui sont intangibles. Intangibles. Vous n'avez pas le droit. En France, il est interdit même de penser qu'il soit possible de penser autre chose que ce qu'il faut penser. Voilà. Résumé provisoire, en attendant la réflexion complète sur les institutions. Alors, Hilaire Cagnier, je vous avais laissé sur l'idée que la République était une quasi-religion, qu'il y a un culte qui l'entoure, qu'il a des grands prêtres, elle a son inquisition, bien sûr, enfin, bien toutes les caractéristiques. Elle a aussi ses incroyants. Je crois que vous en êtes... oui. Très franchement, j'en suis, et je crois que c'est là qu'il faut gagner la véritable liberté de penser et qu'elle s'exerce dans ce domaine. C'est-à-dire qu'il est permis, au nom de l'expérience, tout simplement, au nom du passé, de faire des comparaisons et par conséquent de pouvoir juger de la qualité d'un régime en fonction de sa réelle efficacité, puisque le mot est à la mode, que tout doit être efficace. On ne peut pas dire qu'à l'heure actuelle, nos institutions soient très efficaces. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Emmanuel Macron va essayer de les réformer pour les rendre plus efficaces. Donc on restreint le pouvoir du Parlement de toutes les manières. C'est ça le problème, c'est qu'il va fonctionner un peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Exactement. Parce que c'est plus Bonaparte que Louis XIV. Oui, bien sûr. Nous sommes bien d'accord. Bien sûr. Mais alors, réduire d'un tiers le nombre de parlementaires, ça fait plaisir quand même, tout ça. Oui, bien sûr. Parce que il y a un anti-parlementarisme. D'ailleurs, sur lequel il joue. Il est accusé de populisme. Ce qui est assez étonnant. Faut-il réduire les parlementaires ? Je ne pense pas que ce soit tellement une question de réduction du nombre des parlementaires. Je pense que c'est plutôt une transformation du mandat. Une transformation du mandat. Je trouve anormal que ce soit les partis qui aient le droit exclusif, ou pour ainsi dire quasi exclusif, en dehors de quelques libres candidats, qui est l'exclusivité de la présentation des candidats et de l'investiture. Vous n'avez pas l'investiture du parti, aucune chance. Vous avez en tous les cas, vous avez très 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 peu de chance. De quel droit les partis se sont-ils emparés de cette représentation populaire
C'est la vraie question. Et je ne vois pas qu'aucun sociologue ait jamais répondu à cette question-là. Et on n'en sort pas. Et on n'en sort pas. Donc on peut quand même peut-être penser que le pouvoir législatif n'a pas besoin d'être remis à des hommes de parti qui sont de toute façon, d'une manière ou d'une autre, des idéologues. Il y en a un qui est un libéral absolu, il y a l'autre qui est un collectiviste absolu, mais c'est pas comme ça que se discutent les lois. Quand ils veulent réformer les choses, à la buvette, entre eux, ils se disent « Oh oui, mais je suis assez d'accord ». Mais dès lors qu'ils sont en séance, bien sûr. Le chef de groupe leur rappelle la loi du parti. Entre nous soit dit, combien sont présents aux véritables discussions? Il m'est arrivé d'aller à l'Assemblée comme tout le monde, ou d'aller au Sénat comme tout le monde. Il y a une question aussi un peu d'honnêteté. Et pourquoi? Alors, c'est là que l'on retrouve la vraie question de la représentation. C'est que le député vous dira, et le sénateur vous diront, mais moi, il faut bien que je sois dans ma circonscription. Eh bien, cher ami, représentez votre circonscription. Voilà. Donc, il y a une question de réalité du mandat. Un député est censé représenter la nation tout entière. Bon, mais enfin, tout ça, c'est de la mythologie. C'est une sorte de théologie au rabais. Qu'est-ce que c'est que ces notions qui sont purement abstraites et qui ne se rattachent à aucune révélation? Sinon, la révélation rousseauiste. Bon, moi, je veux bien que l'on prenne Rousseau comme le maître inspirateur du système constitutionnel français. Robespierre avait toujours un exemplaire du contrat social sur lui. Bien sûr. Mais tout cela est fictif, comme la notion même de contrat social. Elle est fictive. On n'a jamais, à aucun moment, cher Olivier, signé un papier entre nous. Pourquoi sommes-nous français? Mais nous sommes français parce que nous avons reçu la France en héritage. C'est ça le fondement. C'est pas un prétendu. Alors le pacte peut venir, mais il vient après. Il est il est parenté. La contractualisation qui est très à la mode aujourd'hui me paraît une tendance critiquable. Je voyais un titre de La Croix. Hommes et femmes, un nouveau contrat. Attendez, parce que ça relève du contrat donc. Oui, c'est ça, uniquement. Mais c'est très grave. Oui, ce n'est plus une institution. C'est très grave. Mais c'est la même chose pour la représentation. Donc, et ce qu'il y a de grave, c'est que en plus de cela, le représentant est tenu en réalité de représenter les idées de son parti. J'ai assisté à des scènes, personnellement, j'ai assisté à des scènes, mais incroyables, de parlementaires défendant dans la nuit des amendements ou je ne sais quel projet ou proposition de loi, mais uniquement en fonction du texte qu'il avait reçu venant de la direction du parti, alors qu'il n'était pas d'accord quand on discutait avec lui et qu'il trouvait que c'était absurde, mais il fallait tenir la position du parti. Je crois qu'il y a une réforme à faire. Alors, en diminuer le nombre, il va plus loin. Il veut également diminuer le pouvoir, notamment les amendements. Mais alors, à quoi sert ce prétendu pouvoir législatif? Et on voit très bien que Macron, ce que Macron veut, c'est faire passer ces réformes à la vitesse grand V, en TGV. Et ne pas avoir à discuter indéfiniment. Et donc, il fait discuter auparavant dans des petites commissions avec ses ministres et ses parlementaires. Il fait discuter les projets. Alors, ça discute. Mais personne n'est au courant. Et au final, on présente un projet qui est tout ficelé. Et on vous dit, c'est à prendre ou à laisser. 80% des lois sont des projets de loi, c'est-à-dire voulus par l'exécutif. Mais bien sûr. 20% sont des propositions. Alors, au fond, son rêve, ce serait de faire 100% de projets de loi. Presque. Mais alors, le Parlement ne serait plus qu'un Parlement vous laissez 5% probablement aux sujets sociétaux, quelque chose comme ça, parce que ça passera, ça aussi. Alors, il y a aussi la limitation des mandats électifs à 3. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Et en plus, est-ce que c'est vraiment à l'exécutif de décider ça? Dans l'État, non, absolument pas. C'est au peuple de décider ça. Oui. Mais alors la question est de savoir comment il fera sa réforme, parce que je crois qu'il aura quand même du mal avec Gérard Larcher au Sénat. Se défend bec et ongle. Oui. Et puis les parlementaires qui ont un peu l'habitude. Et puis je pense qu'il y a une remarque qui est très juste, c'est que dans la mesure où dans l'état actuel des institutions, qui ne sont pas réformées, qui, à mon avis,
telles qu'elles sont, ne sont pas réformables. Telles qu'elles sont. À l'heure actuelle, les représentants du peuple sont en réalité des représentants de circonscription de la nation. Et ils ne sont bons que comme cela. Et donc, il faut leur laisser au moins ce rôle-là. Voilà. Et là, Macron veut faire de l'efficacité, notamment financière, de l'efficacité administrative, dans un domaine où il conviendrait de respecter des habitus. Voilà. Parce que, qu'on le veuille ou non, les choses sont ainsi. Donc, même à l'heure actuelle, moi je ne suis pas pour garder le département de façon définitive. Je crois qu'un jour il faudra revenir là-dessus. Attention, mais dans l'état actuel, oui, parce que étant donné qu'on a détruit le reste, ça devient le moyen d'avoir un endroit où trouver une solution quand on a un problème. On a détruit toutes les élites locales. Voilà. La troisième et la quatrième se sont employées à cela. Ça a été leur travail essentiel. Détruire toutes les élites locales. Et à partir du moment où on a détruit toutes les élites locales, qu'est-ce qui reste? Il reste le financier, le banquier, le banquier, le syndicaliste agité, et pas le vrai syndicaliste, mais le syndicaliste agité, et puis le politicien. Le syndicaliste de plus en plus confidentiel, quand même. Oui. Ce qui, d'ailleurs, bénéficie à Macron. Mais pour le département, vous n'ignorez pas que le département a une ancienneté plus que celle de la Constituante. Bien sûr. 91. Touré, l'inventeur du département. Avait fait ces rectangles ou ces carrés. Ah non. Ça, c'est Condorcet qui avait voulu que la France fût Cardo Decumanus. Non, Touré, lui, préférait conserver les départements et reprenait les anciens évêchés. Oui, c'est ça. Mais c'est une idée que j'ai souvent défendue sur ce plateau, mais il les laïcisait. Oui. C'est-à-dire que l'Anjou, c'était le Maine-et-Loire, on prenait le nom de rivière, le nom de montagne, etc. Mais les évêchés eux-mêmes reprenaient les anciens pagis gaulois, les pays gaulois. Par conséquent, moi je vois dans l'attachement des Français quelque chose comme dans l'inconscient collectif, la perception que c'est une référence. Mais on pourrait très bien les prendre comme unité de mesure différente par rapport à ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais je crois que les hommes politiques feraient bien de faire très attention là-dessus. Pour revenir à la réforme constitutionnelle... Alors, revenons à la réforme constitutionnelle. Que pensez-vous de l'instauration d'une dose de proportionnelle? Très bien. Enfin, on est toujours dans le cadre partisan. Voilà, exactement. Parce que ça sera de la proportionnelle partisane. Ce ne seront pas des représentants véritables Il faudrait de la proportionnelle pour les non-inscrits. Oui, peut-être aussi, bien sûr. Fondamentalement. Fondamentalement. Dans votre logique, c'est ce qu'on peut imaginer. Alors, réduire de moitié le nombre des membres du Conseil économique et social, non, il ne faut pas la réduire de moitié, il faut supprimer le Conseil économique et social. Qu'en pensez-vous? Bien sûr, l'idée qui était celle du général de Gaulle, c'était de fusionner le Conseil économique et social et le Sénat. Et alors, le problème de l'époque, c'était que De Gaulle rabaissait, du coup, le Sénat. Et donc, par conséquent, il a eu contre lui Poher et tout le vieux monde radical socialiste. Mais en réalité, sa réforme, l'idée était intéressante. Oui, l'idée était intéressante. Il la tenait d'ailleurs d'une tradition qui était plutôt monarchiste. Oui, absolument. Parfaitement, oui. Mais l'idée, au contraire, ce serait d'exhausser le Sénat et d'en faire la véritable représentation territoriale française. Et quant à la Chambre des députés, très bien, il y a les partis politiques, il y aurait aussi autre chose. Ce serait un petit peu, comment dire, c'est peut-être un peu péjoratif pour les députés, mais enfin, ce serait le lieu de l'agitation des idées, très bien, mais le Sénat, ce serait le gardien des territoires français, et il y aurait un lien profond et des métiers. Et je pense également... Parce que le Conseil économique et social a un peu cette dimension, et donc il y aurait les métiers et les régions, les territoires. Et vraisemblablement aussi les grandes associations. Celles qui intéressent les Français, qu'elles soient caritatives, qu'elles soient spirituelles, de façon à ce que elles ont des intérêts, que ces intérêts soient représentés auprès du pouvoir central. En 1958, le général de Gaulle avait fait voter les associations de parents d'élèves, etc.,
pour le mandat présidentiel. Oui, oui, bien sûr. Il les avait inclus mais aux grands électeurs. Oui, c'était une idée qui lui venait également de la même tradition. Voilà, exactement. Alors ça m'amuse parce que maintenant tout le monde se dit gaulliste, mais en réalité personne ne respecte sa pensée. Personnellement, j'ai beaucoup, comme vous le savez, de réticences sur certaines choses concernant le général de Gaulle. Vous l'avez vécu dans votre chair, si je puis dire. Mais je pense qu'il a très mal résolu le problème de l'Algérie. Alors, il y a une disposition, mais nous arrivons à la fin de cet entretien, qui est dans les vues de M. Jupiter, que j'ai qualifié de détonnant plutôt que tonnant. Tenez, puisque vous parlez de Jupiter détonnant, je vous signale que Chateaubriand appelle Bonaparte Jupiter Scapin. Ah oui, c'est vrai, c'est bien vu. Oui. Je pense que j'emploierai l'expression. Alors, le projet, c'est de supprimer l'uniformité territoriale. Oui. J'avoue que là je n'ai pas bien compris ce qu'il voulait dire. Une constitution est une constitution, ou bien c'est comment dit-on maintenant, un patchwork. C'est-à-dire que chacun vient mettre son... Ah, c'est ça, oui. Mais lui, c'est toujours en même temps. Donc, on émet des grands principes généraux, et en même temps, on va dire que la Corse est à part, que la Nouvelle-Calédonie est à part, que tout est à part. Mais il n'y aura pas de raison d'empêcher le breton ou le basque de réclamer également sa petite part. À ce compte-là, c'est absurde. Ouais. Mais il y a un excellent article de Jean-Baptiste Denier dans Politique Magazine sur la question corse, où le président s'est rendu et où il a parlé... comme un jacobin, d'une certaine manière, au motif qu'il faut défendre la République, mais en même temps, c'est le cas de le dire, n'a pas su comprendre ce qu'était la Corse réelle. Ouais. Et c'est extrêmement dangereux. Donc on va accorder des droits principiels à la Corse, alors qu'on ferait mieux de comprendre la situation sur place. Et ce qui est, comment dire, c'est toujours une confusion de notions. Ce qui est général doit rester général. Ce qui est particulier doit rester particulier. C'est comme la loi et puis les cas d'espèce. C'est comme les grandes règles de jurisprudence et puis ensuite les applications au cas par cas. Et quand vous faites des confusions dans ce domaine et que vous transformez un cas particulier en loi générale, le grand danger, c'est que vous envoyez promener, vous faites exploser la chose. Et c'est d'ailleurs un peu contraire à la notion qu'ils ont de la République. Entre nous soit dit, il se passe sur le plan de la bioéthique exactement la même chose. Au nom de cas particuliers, par exemple homosexualité, que sais-je, etc., eh bien, on veut construire une loi générale et on remet en cause les institutions fondamentales de l'humanité, de la France, que sont le mariage, l'institution du mariage, ou l'institution de la filiation. On va remettre en cause la filiation pour permettre à des droits particuliers de se manifester, de se concrétiser. Mais ce n'est pas le rôle de l'État. L'État n'a pas à faire ce métier. Et c'est extrêmement grave, parce que ça prouve, de la part de ceux qui nous gouvernent, une absence de formation fondamentale et de jugement. Ils apprennent beaucoup de choses, mais tout ce qu'ils apprennent ne sert pratiquement à rien. Eh bien, ça pourrait être la conclusion, puisqu'ils ont appris et que ça ne servait à rien. Mais vous avez beaucoup insisté sur le fait que notre président voulait en même temps. Il veut le beurre et l'argent du beurre. Exactement, oui. Et peut-être le sourire de la crémière. Oui, et la crémière elle-même. La crémière tout entière. Bon, d'accord. Alors, on lui accordera pas. Mais il n'aura pas le crémier. Ah oui, évidemment. Voilà. Merci, Hilaire de Crémier. Au revoir, Olivier. Au revoir, chers téléspectateurs, et à très bientôt.